Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce salon exclusif. Déjà, c'est notre troisième ensemble dans cette nouvelle formule. Grand plaisir de vous retrouver. Beaucoup de sujets très intéressants abordés ce soir, notamment celui de la robotisation, devrais-je dire, avec l'arrivée du fameux Tesla Bot. Ceux qui ont suivi les nouvelles un peu dans les dernières semaines, dans les derniers jours, parce que c'est extraordinairement récent, vous verrez que Tesla est sur le point, ou du moins a annoncé qu'ils allaient au cours des 12 prochains mois, de la manière qu'on l'a compris, parce qu'on dit au courant de 2022, dans les premiers mois de 2022, qu'il y aura un prototype disponible pour un premier robot humanoïde produit par Tesla. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible dans cette fenêtre-là? On pourra en débattre longtemps. Elon Musk, Tesla en général, ces compagnies sont connues pour être particulièrement optimistes au niveau de l'échéancier. Qu'est-ce qui est réellement possible? On aura l'occasion d'y revenir tantôt, d'avoir une discussion beaucoup plus développée là-dessus, parce que je trouve que c'est une nouvelle qui est passée vraiment inaperçue. Honnêtement, là, à part la conférence de presse de Tesla, d'Elon Musk, le moment où il a présenté ça, c'était dans le cadre de la journée sur l'intelligence artificielle, je crois, de Tesla. Une journée qui tiennent à chaque année pour tenir les investisseurs puis les fans au courant des développements au niveau du logiciel puis au niveau des technologies de l'intelligence artificielle. Puis Tesla a annoncé donc qu'il y aurait un robot humanoïde au cours des prochains mois, sinon de la prochaine année. Donc on reviendra tout à l'heure là-dessus. Je commence avec quelques dossiers sur 7 jours sur Terre, quelques points que je veux aborder avec vous en commençant. D'abord, gros merci encore une fois. Je sais que j'en ai parlé un peu la semaine passée, mais l'épisode 25 est extraordinairement bien performé jusqu'à maintenant. Je suis très content de voir la direction qu'on est en train de prendre avec un contenu que j'estime pourtant tellement niché. On réussit à aller chercher une audience qui est de plus en plus vaste à chaque semaine. Je vous dis comment c'est une pression des fois qu'on voit on voit toujours les statistiques précédentes, on voit toujours notre audience précédente. On essaie d'aller la coter et c'est une danse très, très, très délicate à partir du moment où on sait que ce n'est pas notre objectif unique. Ça pourrait être ça, tu sais, de faire juste du trafic, de faire juste du clic. Puis vous le savez comment on s'impose beaucoup de détours pour faire la rigueur, justement, pour éviter de prendre des sujets faciles, puis pour faire des trucs originaux. On prend des risques des fois avec les sujets dont on parle parce que c'est pas des trucs qui sont partout dans les médias. Donc, on vous fait confiance, vous nous faites confiance, puis c'est tellement une belle relation à développer. Je veux vous remercier de ça. C'est vraiment un bonheur qui me comble énormément. Puis, je voulais ajouter quelques mots d'ailleurs sur l'audience, la nouvelle audience de 7 jours sur Terre qui se joint à nous de plus en plus, conséquemment à notre nouvel angle de contenu qui est de plus en plus international, qui a de plus en plus un intérêt pour pas juste les Québécois, les Canadiens les francophones plus largement, mais aussi la francophonie au complet. De plus en plus, ce qu'on observe, c'est que notre croissance, mais aussi notre audience générale se trouve de plus en plus à l'international. Aujourd'hui, je vous mets à jour là-dessus parce que je regardais justement les données tout à l'heure. Je trouvais que c'était des données qui étaient fascinantes puis qui en disaient long sur la direction qu'on est en train de prendre comme entreprise, comme média, comme organisation. De plus en plus portée sur la francophonie, de moins en moins uniquement sur les enjeux du Québec ou sur les questions locales. On développe vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Donc, j'ai les statistiques devant moi en ce moment. L'audience canadienne, québécoise, francophone représente donc seulement, dans les 28 jours, si on prend les statistiques les plus récentes, 20% de l'audience totale de 7 jours sur Terre. Ce qui veut dire, si on le dit autrement, 80% des gens qui regardent l'émission se situent à l'extérieur du Canada. On peut le voir comme quelque chose de super bien, on peut le voir comme un défi parce que ça nous force à voir des sujets qui sont des fois plus internationaux, que nous, on voit comme étant archi importants des fois au Québec et qui, pourtant, dans le fond, ne sont pas nécessairement partagés par toute la communauté francophone. Fait que de plus en plus, on essaie de s'ajuster avec ça pour essayer de rejoindre notre communauté de passionnés de géopolitique, d'affaires internationales qui est vraiment partout dans le monde. Beaucoup d'entre eux sont en Afrique, beaucoup sont en Europe. L'Europe joue un énorme rôle. Vous avez la France, bien sûr, qui est désormais le plus gros marché avec 29% de l'audience, si on regarde dans les derniers 28 jours toujours.
les États-Unis, c'est désormais une personne sur 20 qui nous regarde, qui est aux États-Unis. C'est quelque chose moi-même qui me surprend. Je ne savais pas qu'il y avait une grosse communauté. C'est peut-être beaucoup des Québécois. Hein? Vous voyez, on a quand même beaucoup de Québécois et de francophones, de Canadiens francophones qui sont aux États-Unis, notamment en Floride. Je pense moi-même, j'ai des grands-parents qui passent 6-7 mois en Floride à chaque année. Donc, c'est peut-être juste ça qui coïncide. D'un autre côté, on est au beau milieu de l'été. Donc, si on a des snowbirds, c'est pas eux notre clientèle en ce moment. Fait que je vous mets à jour là-dessus, sur l'audience de 7 jours sur Terre qui prend cette direction-là, qui nous invite à réfléchir sur les sujets qu'on vous propose, à des trucs qui touchent autant que possible tout le monde et qui vont, c'est pour ça qu'on essaie de chercher des sujets à portée plus internationale, puis aussi des trucs de géopolitique qui, disons-le, sont pertinents pour l'entièreté de la planète. On pourrait les faire en français, en anglais, en espagnol ou en n'importe quelle langue, puis je suis certain que ce serait pertinent quand même dans le cadre international de l'actualité. Donc, on continue avec ça. Ça explique aussi, en passant, pourquoi on ne traitera peu ou pas de l'élection fédérale canadienne. Pas parce que ça ne nous tente pas ou que c'est pas pertinent pour la francophonie, c'est loin d'être en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, puis vous comprendrez pourquoi. Parce que le Canada est un acteur quand même, puis il y a quand même une importance géopolitique, une importance, une portée internationale à notre élection, surtout si le gouvernement est remplacé. S'il n'est pas remplacé, si Justin Trudeau continue dans une minorité, dans une majorité, peu importe le scénario, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change, là. Puis la position du Canada ne change pas énormément. On sait que Erin O'Toole, chef des conservateurs, est un grand défenseur du CANZOC. On en a parlé à 7 jours sur Terre dans le passé, cette idée d'unir les pays anglo-saxons, les anciennes colonies britanniques, pour en faire une espèce de confédération un peu souple. C'en est un grand défenseur. Donc, s'il y a un changement de gouvernement au Canada, si jamais il y a quelque chose qui nous invite à réfléchir à nouveau, c'est quoi la place du Canada dans le monde? On va le faire, ça va nous faire plaisir de le faire, puis ce sera pertinent de le faire à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit dans la dernière semaine, autant 7 jours sur Terre qu'à moi personnellement, particulièrement dans la dernière semaine, pour nous dire quand est-ce que vous allez couvrir l'élection fédérale? On aimerait savoir un segment sur les grands partis, sur c'est quoi leurs engagements, sur c'est quoi les chefs, c'est quoi leurs idées. Puis honnêtement, je vous le dis toujours en répétant notre objectif puis notre mentalité à 7 jours sur Terre qui est est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Ça, là, ce segment-là, il va être fait 25 fois par 25 médias. Pourquoi? Parce que c'est le fruit qui pend le plus bas sur l'arbre. C'est le lowest hanging fruit. Ça va être très facile pour quiconque, n'importe quel YouTuber qui a ouvert sa chaîne il y a 3 mois, de faire un très bon document là-dessus. De faire quelque chose de très objectif, puis de regarder, tu sais, c'est quoi les idées des candidats. On n'a pas besoin de faire ça. Notre travail sera pas... Le delta entre la qualité de notre travail et celui d'une autre organisation n'est pas assez grand pour que ça justifie qu'on fasse ça. Donc, on va essayer de se concentrer plus sur les questions plus larges qui vont être créées par l'élection fédérale, par son résultat. Mais sinon, je pense que ça sert à rien qu'on aille s'empiler à vous dire qu'est-ce que le NPD veut faire, qu'est-ce que le Parti conservateur veut faire. Puis, c'est pas comme si cette information-là ou cette ressource-là n'existait pas déjà ailleurs de 25 manières différentes. Fait que je comprends l'intérêt là-dedans. Inquiétez-vous pas, on va suivre la campagne de près. On va très certainement la commenter ici à quelques occasions. Mais je vois pas l'intérêt pour 7 jours sur Terre comme véhicule de peser sur la pédale sur ce sujet-là. C'est ça pour ça. Je continue ensuite avec un dernier mini-point avant de relancer dans la direction de Josh. Puis... ensuite, vers la robotisation. Une question qui revient souvent pour 7 jours sur Terre. J'y pensais tantôt parce que j'étais sur YouTube. Je me suis dit, je vais y répondre enfin ce soir pendant le salon exclusif. Pour les gens qui écoutent, vous avez peut-être 5, 6, 800, dépendamment des salons exclusifs. Je me dis, ça va être au moins cette masse de gens-là qui le savent et qui nous suivent. Pourquoi on publie nos vidéos 2 fois sur YouTube? Pourquoi toutes nos vidéos sont publiées d'abord dans l'émission puis ensuite de ça, comme segment individuel? Il y en a que ça enrage et qui voient ça comme une espèce de manipulation de notre côté pour essayer de... Écoutez, je vais vous dire vraiment c'est quoi le raisonnement derrière ça. Vous allez comprendre. C'est que quand on produit notre émission, ces 2 segments de 20 minutes chacun,
On voit les statistiques, là. On voit que les gens, d'abord, l'écoute moyenne, c'est environ 30 minutes. Fait que peu importe ce qu'on fait, la moitié, c'est, 50%. Donc, peu importe ce qu'on fait, on ne sera pas capable de dépasser beaucoup 50% comme écoute moyenne. Le temps moyen d'une écoute, c'est de 9 à 15 minutes, dépendamment du temps de l'année, dépendamment du contenu qu'on fait, si c'est bon, si c'est pas bon. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens qui écoutent l'émission au complet sont un groupe de personnes. Et les gens qui écoutent seulement des segments individuels sont un autre groupe de personnes. Ces deux groupes-là ne se voient pas, ne se parlent pas beaucoup. Les gens qui regardent nos segments de 20 minutes, de 15 minutes, c'est des gens qui voient passer une émission de 50, 40, 35 minutes puis qui font « Oh, non, laisse faire, j'ai d'autres choses à faire. » Et c'est compréhensible. Puis il y a aussi la manière qu'on présente notre émission. Pensez-y, vous pouvez passer 7 jours sur Terre présente. Cette semaine, c'était Cimetière des Empires. C'était le titre de notre émission parce que ça concernait l'Afghanistan. Mais on a un deuxième segment qui est sur la Havane, qui était sur le syndrome de la Havane, qui est vraiment bon. Puis beaucoup de gens nous ont dit, il faut séparer ce segment-là, il faut être capable de l'avoir individuellement. Fait qu'il y a ça, là. C'est que souvent, on veut être capable de juste les diviser, les rendre disponibles. Mais je reviens à notre présentation. Quelqu'un qui ne connaît pas 7 jours sur Terre, qui voit passer 7 jours sur Terre présente dans ses recommandations YouTube, ne va pas l'écouter. Ou les chances qu'il l'écoute sont assez faibles. Il voit un branding, épisode 25, il n'a pas vu les 24 autres d'avant. Fait que notre émission s'adresse à l'audience récurrente. Quand on met des segments individuels, ça c'est pour YouTube. Ça c'est pour les recommandations. Ça c'est ce qui nous permet de grossir. Parce que YouTube, il voit notre segment, puis l'algorithme est très con en passant. Lui, il fait juste voir, une vidéo sur l'Afghanistan d'environ 19 minutes. Good, c'est ça que j'ai besoin. Il apprend, il en fait la promotion, il la distribue à travers ses recommandations, à travers ses réseaux, puis on le voit. On va faire une émission, elle va être vue 50 000 fois. Nos meilleures émissions. On va prendre le segment individuel qui compose notre émission, qui va faire 100 000, 150 000, 200 000 visionnements individuellement. Pourquoi? Parce que notre émission s'adresse aux gens qui ont vu les autres épisodes d'avant, aux gens qui nous suivent de semaine en semaine, qui sont prêts à s'asseoir, à nous faire confiance, qui savent que le titre de l'émission, c'est pas important, les segments vont être bons. Vous êtes un élément de notre audience, mais il y a un gros élément qui est aussi notre pain et notre beurre, qui nous permet d'être crédible comme organisation, qui nous permet d'avoir une grosse audience, qui nous permet de rejoindre beaucoup de nouveaux clients et de nouvelles audiences potentielles. Ben, ça vient à travers le fait que nos segments sont disponibles individuellement, que les gens font 7 jours sur Terre, je connais pas, ça m'intéresse pas. Il y a un segment québécois de quelque chose, ça m'intéresse pas. Mais il y a une vidéo sur l'Afghanistan ou une vidéo sur la Chine ou une vidéo sur l'Iran ou quoi que ce soit. Ce sujet-là, comment il m'est présenté, m'intéresse. C'est pour ça qu'on le fait. Il y a une très bonne raison. C'est vous prenez 5 minutes tantôt puis allez vous promener dans notre répertoire, dans notre bibliothèque de vidéos. Comparez les segments d'émissions que vous savez sont des segments d'émissions que vous avez vus dans le show qui ont pourtant plus de visionnement qu'il y en a à l'intérieur de l'émission. À l'inverse, des fois, on va prendre un segment, le rendre disponible individuellement, il va faire 2 fois moins de visionnement que notre émission. Fait que c'est un peu la logique de l'émission. Elle protège nos mauvais segments, puis elle propulse nos meilleurs. Fait que c'est pour ça qu'on le fait. Puis désolé, je le sais, ça peut être tannant des fois de voir 7 jours sur Terre a publié. Clique avec enthousiasme. C'est la même vidéo que j'ai vue cette semaine. Je le sais, je le comprends. Ça m'arrive des fois avec des gens qui refont d'autres trucs semblables, ça m'enrage, mais je le comprends, je sais pourquoi qu'on le fait. Et je vous invite à juste vous entraîner mentalement, à vous dire, si c'est pas un épisode, je l'ai déjà vu. Il y a juste les épisodes que vous n'avez pas vus. Puis c'est pour ça qu'on en fait une image très particulière, qu'on identifie très clairement le numéro de l'épisode qu'il y ait un fil qui se suive. Tu sais, on essaie d'être facile à suivre. Je sais qu'on ne l'est pas, mais je veux que vous soyez qu'on essaie au moins de notre côté. Fait que Josh, j'ai assez parlé pour introduire tout ça. Je te relance de ton côté. Je veux quand même que tu prennes
une minute là pour nous parler de ça, parce que tu m'en as parlé ce matin, puis moi, ça m'a rempli de bonheur de savoir ça. J'aime ça quand les gens atteignent des buts, quand ils réussissent des trucs, surtout des visées qu'ils se sont donnés depuis très longtemps. T'en as atteint une cette semaine, où t'es sur le point de finalement en compléter une. Parle-nous de ça un peu, de cette belle semaine que t'es en train de passer. Écoute, Ben, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur une thèse de doctorat, que je travaille plus précisément sur l'acte d'union entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, donc en 1837 et 1841. Et puis finalement, après 5 ans de travail acharné, eh ben là, j'ai reçu donc mes évaluations. J'ai fait un dépôt de ma thèse. Cette thèse-là a été évaluée par donc 5 évaluateurs. Puis j'étais super content de partager la nouvelle ce matin parce que, écoute, les 5 évaluateurs m'ont donné des commentaires super bons. Ils ont vraiment apprécié la thèse. Évidemment, tu sais, chacun a un peu souligné certains questionnements, certains enjeux qu'ils voudraient voir améliorés. Bon, il y a des coquilles à gauche, à droite, mais dans l'ensemble, vraiment. J'étais vraiment fier de tous les bons mots que les évaluateurs avaient. Fait que c'est vrai que c'est vraiment agréable après après prendre autant de temps à travailler sur quelque chose, d'en arriver à finalement voir que ça a comme un sens, puis les gens ils voient la valeur derrière tout ça. Vraiment, ça m'emplit de joie là. Puis surtout c'est ça, c'est cool, tu sais pour moi je le voyais depuis le début un peu comme vraiment comme une contribution que je voulais qu'il soit significative là, à l'histoire du Québec. Puis Lac d'Union, il y a personne qui en avait parlé. On connaît tout un petit peu Lac d'Union, tu sais, le rapport Durham. Ben tous, là, je m'adresse à des Québécois qui aiment l'histoire du Québec, là, mais pour tous ceux qui aiment un peu l'histoire du Québec, tu sais, Lac d'Union, le rapport Durham, l'ordre Durham, c'est un peu ça qu'on a en tête. Mais pour le reste, c'était comme encore un terrain vierge à débroussailler. Puis pour les amateurs de 7 jours sur Terre, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui dans le style d'approche, de la façon qu'on approche les enjeux dans 7 jours sur Terre, je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécieraient même la thèse parce que je suis vraiment allé regarder dans les plus hautes instances politiques, là, comment est-ce que les décisions étaient prises, comment est-ce que l'enchaînement des décisions a mené le gouvernement britannique à mettre en place l'acte d'union, comment ça a été pensé, tu sais, c'est vraiment des enjeux de pouvoir, de rapport de force, d'intérêt, c'est toute cette dynamique-là, mais là, dans un contexte impérial où il y a 2 versants, un versant métropolitain, un versant colonial, puis là, il y a toute cette géopole-là aussi à prendre en considération avec les voisins américains qui se développent. Il y a plein de jeux de pouvoir, tu sais, fait que il y a vraiment une géopolitique là derrière ça, puis des jeux de pouvoir, puis c'est beaucoup sur ça moi que j'ai mon point de mire c'était ça. Fait que bref, je m'éterniserai pas trop longtemps là, mais rapidement, l'objet de ta thèse en général, disons l'idée que tu proposes ou que tu as étudié en général, à quoi ça ressemble? Ben, c'est ça. Dans le fond, ça reprend un peu ce que je venais de dire là, c'est que, ben écoute, moi j'ai décidé de regarder l'acte d'union à partir des yeux du gouvernement britannique à Londres. Parce qu'il faut essayer d'un peu se recomprendre là, le contexte de l'époque. En 1837, il y a la rébellion au Bas-Canada. Mais là, tu sais, ça fait des années là, et des années qu'il y a une crise coloniale, là, puis que le gouvernement britannique ne savent pas trop comment reprendre la balle au bon. Ça fait juste se détériorer. Quand la crise, quand il y a une rébellion en 1837, à Londres, c'est une patate chaude, là. Tu sais, c'est comme l'Empire menace de s'écrouler dans une de ses parties les plus importantes là, en Amérique du Nord. Fait que le gouvernement, lui, tout le monde le pointe du doigt en disant comme tu fais-tu ta job? Tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis ça fait en sorte que le gouvernement britannique, qui était à ce moment-là en plus très fragile, là, à peine majoritaire, là, soudainement il réalise que ça se peut qu'il perde le pouvoir à cause de l'enjeu du Bas-Canada. Fait que aussitôt qu'il réalise cette espèce d'équation-là, c'est ça qui est spécial, c'est que la pérennité du gouvernement britannique à la tête du Parlement à Londres devient liée à la capacité du gouvernement à régler la crise du Canada. Fait que c'est là que, comme là, au cabinet ministériel, ils se mettent à essayer de cogiter de qu'est-ce qu'on fait. Ça fait des années qu'on n'est pas capable de régler ce problème-là, mais là, on n'a plus le choix, parce que si on le règle pas, on va perdre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ben, c'est là que tu as tout un foisonnement de réflexion, de remise en question, de jeu de pouvoir dans toute cette dynamique-là qui est mise de l'avant. Fait que moi, c'est ça que j'allais regarder. Mais tu m'intéresses quand même beaucoup là-dessus parce que
sais, on a cette image qui revient souvent, qui est un peu cliché, mais qui est dans la culture populaire des Français qui en avaient un peu rien à faire de la colonie française durant le régime français au Québec. C'était un peu un élément, une perle parmi le collier de colonies françaises à travers l'Amérique du Nord, à travers les Caraïbes. On voyait ça un peu comme une perte. C'est Voltaire, d'ailleurs, je crois qui était cité en disant, tant mieux si le Canada, si on a perdu le Canada aussi bien, c'est que des arpents de neige, des trucs comme ça. C'est plus la citation exacte. Mais ça résumait l'esprit qui était, on n'en a rien à faire, alors que le contraste est extrêmement intéressant à placer à côté de l'Empire britannique, qui lui, comme tu le dis, le voyait plus comme un précédent aussi là, pour le reste de l'Empire. L'Empire, on le dit, c'était un empire. Il n'y avait pas que le Canada qui était en question. La crise canadienne, j'imagine, était devenue un peu un emblème de la gestion du reste du réseau colonial britannique. Et de voir à quel point c'était important quand on parle pour le gouvernement lui-même, politiquement. C'est un beau contraste à voir par rapport à ce qui se passait durant le régime français, que là, au contraire, le Canada était comme une épine dans la botte du gouvernement politiquement. Ouais, vraiment, vraiment. Ben écoute, c'est un des aspects, je dirais, les plus originaux, là, au final, que de la thèse, que je l'ai comme découvert dans les archives sans trop m'y attendre, là, mais de réaliser à quel point pour le gouvernement britannique, l'enjeu du Canada est devenu extrêmement important. C'est vraiment... Écoute, il y a des témoignages, des correspondances, des journaux privés, plein de genres d'archives là, qu'on peut consulter, puis on voit à quel point régler la crise coloniale au Bas-Canada et au Haut-Canada, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est pas juste que c'est important pour le gouvernement, c'est que tout le monde en parlait. Tu sais, c'était comme l'enjeu de l'heure. Là-bas, là, tout le monde commentait ça, les journaux commentaient ça. Tout le monde avait les yeux vraiment là, rivés sur comment le gouvernement va régler le problème au Canada. Fait que ça mettait encore plus de pression sur le gouvernement britannique. Fait que effectivement, mais ce qui est spécial en même temps aussi, c'est que aussitôt que l'acte d'union a été mis en place au Canada, tu sais, c'était back as usual. Là. Canada, bon, c'est une des parties de l'Empire, mais au final... pas particulièrement plus importante qu'une autre. C'est pour mettre en perspective un peu, là, dire comme qu'est-ce que l'Empire britannique avait à gérer en même temps, mettons, que la période de l'acte d'union. En même temps que la période de l'acte d'union, il y a une révolte en Égypte. L'Égypte, à ce moment-là, fait partie de l'Empire ottoman. Puis il y a une révolte d'un sultan en Égypte, pas d'un sultan, pardon, du chef égyptien qui essaie de lui renverser l'Empire ottoman. Le chef égyptien, il est backé par les Français. Fait que là, les Britanniques sont mêlés là-dedans. Il y a toute une grosse game géopolitique qui se joue avec l'Empire ottoman et les autres puissances européennes sur le théâtre égyptien. Puis en même temps, peut-être que ça, tu t'en souviens, je pense qu'on l'avait déjà évoqué un peu dans une de nos capsules, là, mais c'est la première guerre de l'opium en Chine. C'est en parallèle la première guerre de l'opium en Chine. Fait que, tu sais, quand on est un empire, c'est là que tu te réalises, tu sais, les guerres de l'opium, les rivalités européennes, le cas de l'Empire ottoman, tout ça, tu sais, c'est des choses qui pèsent très lourd dans l'appareil politique. Fait que le Canada, on est important, mais on est comme juste devenu très important à cause de la rébellion. Puis après ça, ben dès que ça s'est résorbé, c'était comme là, on a vraiment d'autres chats à fouetter parce que ça brasse à gauche, à droite, là, tu sais. C'est ça. Puis à l'interne, hein, c'est un contexte de bouillonnement total, là, tu sais, je veux dire, c'est les révolutions, pas les révolutions, mais les mouvements sociaux sont incroyables à ce moment-là. Tu sais, ça brasse beaucoup, là. Fait que c'est tout ça que ça nous permet de mettre en perspective un peu, tu sais, de voir que c'est ça que je trouve intéressant, en fait. D'aller regarder un gouvernement qui doit gérer cette situation-là, tous les problèmes qu'il a à gérer autour de tout ça, puis comment est-ce qu'au final, il essaie de faire la part des choses, puis jouer son bout, de jouer sa game juste à temps que ça puisse fonctionner. Fait que, écoute, c'est surprenant quand même que ce soit un trou dans l'histoire qui n'a pas été étudié plus que ça, parce que ça nous montre un peu c'est quoi comment fonctionne le milieu académique. Des fois, on a cette impression que tout a été étudié, tout a été fait, mais non, dans un petit milieu comme le Québec, où il y a un certain nombre d'historiens qui vont jusqu'au doctorat, qui s'attardent à la question, qui produisent de la recherche sur des thèmes tellement précis. Là.
c'est des périodes tellement courtes sur lesquelles on se concentre historiquement qu'il y a encore des trous qui existent. Mais honnêtement, que la période de l'Acte d'Union se soit encore aussi ouverte, encore aussi libre à interprétation, puis prêt à être étudié, c'est quand même intéressant de voir ça. On continue tout de suite avec notre dossier sur la robotisation qui s'en vient. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le proposer, honnêtement, si on va le faire cette semaine ou la semaine prochaine, comment on va faire notre arrangement de sujet. Parce que là, je constate, comme toi, j'imagine, hier, à quel point c'est vaste comme sujet, à quel point c'est immense, et qu'on va avoir de la difficulté à rentrer ça dans un dossier de moins de 20 minutes. Ça va être toute une épreuve. Parce que, bon, on revient rapidement un peu sur les faits dont on va traiter ce soir et la semaine prochaine ou cette semaine, dépendamment comment on va la traiter. Elon Musk, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui a introduit le Tesla Bot, qui est un robot humanoïde. Donc, un robot, qu'on dit un robot humanoïde, signifie un robot qui a une forme humaine, de 5 pieds 8 environ, 145 livres, si je ne m'abuse, dans les environs. Donc, c'est environ une forme humaine. L'objectif de ça étant de l'introduire pour, donc, remplir des tâches répétitives, dites dangereuses parfois pour les êtres humains. Vous voyez un peu l'exercice. Le but, c'est d'introduire un robot, comme vous les voyez dans les films, pour remplacer des humains à certaines fonctions. Plusieurs questions qui sont venues de tout ça, évidemment. Le fait que ce soit Tesla. Pourquoi Tesla? Une entreprise qui est normalement une entreprise de véhicules. On pourrait dire de plus en plus une entreprise robotique. Puis ça, c'est Elon Musk, d'ailleurs, qui l'a mentionné durant son annonce initiale, qui disait, dans le fond, Tesla, on est la plus grosse entreprise de robotique sur la planète. Puis j'étais comme, ouais. Puis tu réfléchis, tu dis, ouais, non, il n'y a pas tort, dans le fond. Effectivement, si tu vois toutes les voitures Tesla comme des nodes sur un réseau qui partagent de l'information, effectivement, c'est une espèce de giga-ordinateur tout connecté avec juste des plateformes partagées par des utilisateurs partout dans le monde. Mais l'idée que c'est des robots semi-autonomes, c'est pas complètement fou. Puis je suis prêt à vivre avec cette proposition-là. Donc, Tesla voit ça comme une continuité un peu de ses activités en robotique. Elle se dit, écoutez, on est déjà les leaders en senseurs, on est déjà les leaders dans tout ce qu'il y a d'actuateurs, dans tout ce qu'il y a de renseignements informatiques. On est capable de déployer des mises à jour constantes en utilisant l'information, mais aussi les quelques secondes de vidéos qu'on récolte de millions d'incidents ou d'incidences à travers le monde. Donc, ils ont cette capacité déjà, cette infrastructure web, si on veut, infrastructure virtuelle, qui permet d'organiser le déploiement de millions de robots et de les améliorer collectivement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que en ce moment, si une voiture Tesla arrive devant une traversée de piétons et que elle rate un piéton de quelques centimètres parce que c'est une erreur de calcul, parce qu'il a mal vu la vitesse du piéton, ce que vous voulez, n'importe quoi, un facteur quelconque a intervenu, puis il a failli avoir un accident. Ou pire encore, mon Dieu. Avec le recul, vous allez comprendre, c'était l'alerte Amber. Oui, c'est ça. Hein? Désolé. Excusez-moi, juste vérifier, c'est pas dans le coin, ce serait quand même le minimum. Là. Il y a une raison pourquoi il envoie ça. Là. Non, ok, c'est beau, merci. Gardez les yeux ouverts, évidemment. Et puis donc, l'idée là-dedans, c'est derrière tout ça, c'était évidemment d'avoir un réseau de voitures qui s'améliore constamment. Je reviens à mon exemple de tantôt. S'il pense pas, je vais faire un accident, il va envoyer, ou qu'il fait un accident, encore pire, il va envoyer le segment de quelques secondes d'avant, quelques secondes d'après, l'ensemble de toutes les données qui ont été captées par tous les systèmes de la voiture dans les secondes précédant et suivant l'événement en question. Ça, c'est récolté par une intelligence centrale, par un ordinateur de Tesla qui est opéré par IBM, je crois, mais c'est un super ordinateur, là, c'est parmi les ordinateurs les plus puissants de la planète. Qui est opéré par Tesla pour mettre tout ça ensemble et tirer des conclusions. Et une fois que c'est fait, évidemment, c'est introduit dans une mise à jour pour tous les autres véhicules. Ce que ça fait, c'est qu'il est possible d'accumuler rapidement une quantité d'informations incroyable qui permet un développement exponentiel de l'intelligence artificielle
dont disposent les véhicules, les robots, ce que vous voulez. C'est une technique qui est très intelligente. C'est un peu comme si tous les humains de la planète, on s'entend, on apprend de nos propres expériences. Quand tu te coinces le doigt, voyez, regardez-moi la main, je prends un bon exemple. Quand tu te coinces le doigt dans une porte en essayant de la fermer, tu apprends et tu dis, je vais faire plus attention à l'avenir. Mais c'est la même idée pour les véhicules. C'est on s'améliore constamment et on veut introduire la même logique pour les robots de Tesla. C'est comme ça qu'Elon Musk l'a présenté. Donc, pour Tesla, ça semble faire du sens. Je veux dire, on s'en va dans cette direction-là, on déploie un nombre incroyable de robots et on les vend commercialement. Là, c'est là qu'on rentre un peu plus dans les questions qui sont importantes, qui sont plus fondamentales, qui ont un impact social, économique, militaire, tout ce que vous voulez, stratégique. C'est incroyable, la taille et la dimension des enjeux qui sont soulevés par la robotisation et surtout par une robotisation, on y reviendra tantôt, mais par des compagnies comme Tesla, puis par des joueurs comme ça qui ont une certaine crédibilité dans le milieu. Parce que ceux qui sont à l'aise avec la robotisation dans les dernières années, ou ceux qui suivent un peu les dossiers, puis qui regardent, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie, vous avez peut-être vu les vidéos de Boston Dynamics. C'est cette entreprise qui est liée avec le MIT de Boston, Massachusetts Institute for Technology, qui travaille en coopération avec le département de la défense aux États-Unis pour produire des robots humanoïdes, donc qui ont théoriquement l'air d'humains. On s'entend, on est très loin, on reste dans un moton d'acier, de ressorts et de systèmes hydrauliques. Là, ça n'a pas l'air d'un humain, mais la forme générale, 2 jambes, un tronc, une tête, 2 bras. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Boston Dynamics ont fait des progrès extraordinaires au cours des 5, 6, 10 dernières années, au point où on n'a pas le choix de donner une certaine crédibilité à Tesla, à Elon Musk, quand ils disent que d'ici 12, ça c'est l'annonce de Tesla qui dit 12 mois, est-ce que c'est réaliste ou pas? Une autre question. Mais on n'a pas le choix de leur donner un peu de crédibilité. Parce que c'est vrai qu'on a fait des progrès extraordinaires dans les dernières années. C'est vrai que physiquement, il n'y a pas de limite. On est capable de faire un robot humanoïde qui fonctionne. Sont bruyants, sont laids, sont lourds, sont inefficaces, mais sont là. Donc, si on nous dit qu'on est capable de faire un meilleur logiciel, qui veulent s'attaquer vraiment à la question physique de la chose, au produit en tant que tel, puis livrer quelque chose de propre, de léger, d'efficace, de commercialisable, on doit les prendre au mot. Et là, Josh, avant on va rouvrir notre discussion sur ce point-là, parce que j'entends beaucoup de gens qui nous disent « Oui, Tesla, Elon Musk, on le sait bien, ils ont toujours des espèces d'idées de fous qui ne se réalisent pas toujours. » Et vous avez absolument raison. C'est pour ça qu'il est important d'aborder tout ça avec beaucoup de nuances, mais aussi de lui prêter la crédibilité qu'il mérite. Je vous explique pourquoi. Il est vrai qu'il a raté certains coups. Il est vrai qu'il nous a dit souvent hey, « ça s'en vient dans 6 mois, 8 mois, 12 mois ». Puis la réalité était tout autre. C'était 2 ans, 3 ans, 5 ans. Parfois, ça ne se réalisait jamais. Josh, dans ton dossier de recherche que tu m'as remis aujourd'hui, t'as ouvert avec ça, puis c'est excellent aussi. Il y a eu des occasions, 2 exemples formidables que tu as nommés, qui résument bien la chose, les fameux robots taxis. Ouais. Où Elon Musk avait promis que 2020, en ce moment, il y aurait 1 million de robots taxis Tesla autonomes qui circuleraient sur les routes. On n'en est pas là. Visiblement, on le saurait, vous et moi. On s'en vient. C'est pas exclu. L'idée n'est pas encore rayée. Mais on n'est pas là encore. Et la prédiction qui avait été faite ne s'est pas réalisée. La deuxième, c'était pour... c'était les panneaux solaires. SolarWinds. Seigneur, je me suis... Les panneaux solaires, c'est ça. C'était les panneaux solaires sur les toits. De déployer ça à travers presque l'ensemble des États-Unis, d'avoir une espèce de nouveau spin-off de Tesla pour installer des toits solaires. Ça a été racheté au bout de la ligne par Tesla. Ça n'a pas eu un succès commercial incroyable. Puis aujourd'hui, on est loin des objectifs qu'on s'était donnés initialement. C'est un peu le modus operandi de Tesla et surtout de Elon Musk, parce qu'on a le même pattern avec Hyperloop, le même pattern avec SpaceX, même pattern avec Neuralink. À peu près toutes les fois qu'Elon Musk arrive avec une idée originale, extrême, radicale presque dans son industrie, qui promet de bouleverser, sinon de révolutionner une industrie, c'est toujours dans un délai qu'on remet en question. Mais ça sert une fonction aussi. Ça attire l'attention.
ça met dans disons, dans la sphère du réel, quelque chose qu'on voit comme très loin et très impossible. S'il nous avait dit que son robot s'en venait en 2026, on n'aurait pas la discussion ce soir, puis on n'aurait pas cette discussion cette semaine, la semaine prochaine, sur les impacts énormes de la robotisation, puis à quel point il faut se préparer pour tout ça, puis à quel point on est confronté à des défis énormes au niveau social, économique. Tu sais, on n'aurait pas ces discussions-là. Et encore plus que ça, on ne ferait pas la lecture d'actionnaires qu'on fait en ce moment. Les gens qui veulent investir dans Tesla. Cet objectif-là d'1 an, 2 ans, c'est mettre la coupe aux lèvres de tous les investisseurs. C'est de leur dire, on s'apprête à faire quelque chose qui vaut des centaines de milliards de dollars comme marché potentiel. Un peu comme il l'a fait avec Starlink, notamment à promettre des profits, des revenus suffisants pour financer la colonisation de Mars. Si on s'entend, c'est des promesses énormes. Et pourquoi je voulais vous dire qu'il faut lui prêter aussi un peu de crédibilité? Parce que si certaines ne sont pas réalisées, on s'entend, Elon Musk est Elon Musk pour une raison, c'est qu'il a réalisé aussi beaucoup des promesses qu'il a affirmées qu'on voyait impossibles. SpaceX en général, la réutilisation de les fusées, révolutionner la physiologie moderne comme l'a fait SpaceX à partir d'un budget microscopique, de réussir à remplacer la NASA littéralement et à prendre la place de navette, si on veut, si on voit la navette comme d'aller-retour, hein, on remplace littéralement le programme de navette spatiale de la NASA. Donc, on n'y croyait pas à ça. Il l'a fait. Je me souviens aussi des premières fois où on nous montrait les images de Starship, qu'on appelait à ce moment-là le BFR, le Big Freaking Rocket, qui était le premier nom, si on veut, de Starship. Et il a commencé à afficher l'idée de dire on va l'utiliser comme un avion. On va faire du point, il appelait ça point to point. Donc on va partir de Dubaï. De Dubaï, tu décolles, tu sors de l'atmosphère, tu atterris à New York, ça prend 40 minutes. Personne croyait à ça. On voyait un peu comme parce que rien n'était là. Parce qu'on n'avait jamais fait ça. Parce que tu dis, arrête là, tu nous dis dans 2 ans, tu as des dessins puis des images 3D, arrête là. Puis c'est la même chose avec son robot. Il est arrivé avec un gars déguisé en robot qui danse, qui fait une danse de robot. Puis il est comme, salut, on a un robot dans 12 mois. C'est difficile, tu sais. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important de donner un peu de crédibilité, au moins. Parce que c'est arrivé par le passé. Laissons l'histoire être l'enseignante, la professeure là-dessus. On a eu des leçons qui ont été données, puis ça nous a... écoutez, moi, ça m'a apporté beaucoup d'humilité de voir ça, parce que j'étais un de ceux-là qui disait, voyons, ça fait 60 ans que la NASA essaie d'atteindre ce saint Graal-là, tu sais, de la fusée réutilisable, puis du voyage vers la Lune, vers Mars, qui serait possible, qui serait abordable, réalisable. Et il l'a fait dans les délais, pour la plupart, ou grossièrement, qu'il avait annoncé. Donc, ça ouvre notre discussion sur la robotisation et sur le Tesla Bot. Est-ce que ça va arriver? Les chances sont très hautes. Est-ce que ça va arriver dans les temps prédits? Les chances sont très basses. Mais dans le pire des cas, il est optimiste. C'est tout. Dans le pire des cas, il sous-estime l'échéancier par 50, 100, 200%. Mais on resterait quand même face à la même conclusion, qui est l'humanité s'apprête à entrer dans l'ère des robots humanoïdes. On peut débattre le sens du mot s'apprête, 1 an, 2 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est de ça qu'on veut discuter ce soir, de ce que ça va changer, des possibilités qui sont ouvertes, qui sont gigantesques, là. Il faut comprendre. Josh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le potentiel puis les applications qu'on pourrait utiliser pour la robotisation, puis ce que ça veut dire socialement, militairement, parce que moi, c'est clair que je vais me lancer là-dessus, puis il y a du stock en masse, fait que je te permets d'intervenir. Je pense que pour le résumer, là, j'avais lu quelqu'un qui avait bien embrassé l'ampleur de la chose là, dans une formule en disant, tu sais, les robots, on est en train de les fabriquer pour qu'ils soient capables d'être humanoïdes, justement, pour être capables d'être comme des êtres humains. Ce qui fait que l'intention, puis là vers où on va, c'est qu'à terme, un robot va être virtuellement capable de faire
tout ce qu'un être humain est capable de faire. Point. Fait que toutes les tâches là, qu'un être humain est capable de faire, le robot devrait ultimement être capable de le faire. Fait que pour ce qui est des applications, on s'entend que c'est impossible qu'on soit capable d'énumérer la liste de tout ce qu'un être humain est capable de faire. Là. Je veux dire, c'est tous les métiers, c'est tellement de choses que ça prend en considération. Les dernières frontières qui vont être repoussées puis pour lesquelles la robotisation va avoir peut-être plus de difficultés, c'est tout ce qui relève plus d'un esprit, on en parlait un petit peu, là, un esprit créatif, quelque chose qui relève un peu plus peut-être de l'intellectuel, toute cette espèce de quelque chose d'un peu plus abstrait peut-être, le propre à l'humanité, mais tout ce qui physiquement l'être humain est capable de faire, le robot sera capable de le faire aussi. Donc, là, est-ce que, je veux dire, les milieux, disons, qui moi m'intéressent plus, puis pour lesquels je considère que ça pourrait avoir un impact monumental. Bon, évidemment, moi j'ai une sensibilité à ce que serait une application militaire de ces robots-là. C'est fou là, ce que ça pourrait représenter. Là. Vraiment, on en discutait un peu là, déjà, là, puis c'est parce que ça changerait la nature même de la guerre. Ça changerait la façon dont on perçoit la guerre, ça changerait la façon dont on a recours à la guerre, ça changerait toutes les stratégies, la façon dont on conçoit un environnement opérationnel. On repartirait comme à zéro quasiment pour essayer de comprendre ce que ça voudrait représenter. Puis même, j'ai été surpris de voir, je le connaissais même pas, qu'il y a au sein de l'armée américaine, il y a un groupe, un espèce de département là, qui s'occupe, un commandement plutôt, qui s'occupe juste de ça. Là, je me souviens plus du nom là, du commandement, mais c'est genre Army Futures Command. Puis eux autres, tout ce qu'ils font, c'est essayer de prévoir dans 40 ans à quoi va ressembler la guerre pour essayer de s'adapter à ça. Puis pas juste s'adapter d'un point de vue technique, mais d'un point de vue des mentalités aussi. Ouais, exactement, pour voir comment est-ce qu'on va percevoir tout ça. T'sais. Mais bon, l'enjeu militaire, mais après ça, les applications médicales, puis ça aussi, je trouve que ça pourrait complètement changer la dynamique sur la façon dont on habite notre corps humain quand tu peux avoir accès à des interventions médicales par des robots sur une base, en tout cas, tellement accessible. Ça change complètement le rapport à notre corps puis à notre façon de vivre notre vie. Puis après ça, en troisième, je dirais, l'impact sur le marché du travail et de l'immigration va complètement bouleverser la géopolitique mondiale. Et là, Ça aussi, on en évoquait un mot, là. C'est là, je pense c'est parce que c'est là, je pense que le nerf accroche aussi, puis qu'on va avoir beaucoup de questions à répondre. Puis c'est là-dessus qu'on va essayer de se focusser autant que possible dans l'émission. Puis c'est les enjeux les plus importants, à mon avis, parce qu'on pourrait parler longtemps de comment ça va être exécuté, puis là, on va le charger où, puis comment. Ouais. Écoutez, là, on verra rendu là. C'est un cas de on verra rendu là. Mais ce qui est important à réfléchir, je pense, c'est plus les questions sociales, l'impact militaire, comme tu le mentionnais, ce que ça ouvre comme boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des robots d'abord? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est quoi les limites morales à l'utilisation, les limites éthiques à l'utilisation d'armes autonomes? Puis je lisais des choses fascinantes là-dessus aujourd'hui qui, tu sais, le raisonnement logique, on se disait, on a juste à les opérer semi-autonomes. On a juste à, si on en fait une application militaire quelconque de robots humanoïdes, de les mettre sous commandement d'un être humain, sous commandement direct, puis le forcer à répondre seulement de commandement humain. C'est une possibilité, puis c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis c'est d'ailleurs, notamment, l'Army Futures Command, avec la DARPA et le département de la Défense, ont étudié en profondeur cette question précise, à savoir qu'est-ce que ça fait si on met des robots qui sont censés être autonomes, des robots dotés d'intelligence artificielle, et qu'on les fait opérer sous le commandement humain. La conclusion est grossière. C'est tellement, ça en est drôle. C'est un dessin animé. Ils se sont rendus compte que les robots sont plus efficaces sans les humains par un ordre de magnitude parce que, d'abord, les humains ont cette tendance à interférer. Ont cette tendance à... Ils pensent que ça marche pas. Dès qu'on pense que ça marche pas, on pèse sur stop, on arrête l'affaire, on plie. Et pourtant, c'est dans la nature de l'intelligence artificielle d'arriver à des solutions que les humains n'ont pas envisagées avant. D'essayer des affaires, d'arriver à des conclusions que nous, avec notre cerveau de singe,
on n'a pas découvert encore. Parce qu'ils ont réfléchi en dehors de la boîte, parce qu'ils ont été jusqu'aux limites de ce que la physique rendait possible, puis ils ont gagné. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Ceux que ça intéresse, allez voir sur YouTube, ça s'appelle 2-Minute Papers. C'est un étudiant au doctorat, je pense que c'est en neurologie, programmation neurologique, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais il travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, puis il montre les travaux les plus intéressants qui sortent dans le domaine de l'intelligence artificielle, et il les expose avec des petits dessins animés qui te montrent très bien qu'est-ce qui se passe dans la simulation qu'ils font. Ils les font apprendre par simulation, puis pour vous revenir à mon exemple sur des fois des solutions qu'on n'avait pas envisagées, ils faisaient jouer 2 intelligences artificielles à l'intérieur d'un espace prédéterminé, avec des éléments, avec des murs, avec une fausse pièce. Ils faisaient jouer 2 personnages à cache-cache. Si l'un entrait en contact direct avec l'autre, il perdait la partie. Ils se sont rendus compte après un certain moment qu'il y en a un qui gagnait 100% des parties parce qu'il avait réussi à glitcher le jeu. Il rentrait à pleine vitesse dans le mur. La physique du jeu le faisait expulser. Donc, après 1 seconde, on le voyait plus. Parce qu'il avait couru dans le mur, puis il y avait un glitch dans le jeu, un bris dans la programmation qui faisait envoyer le personnage comme dans le ciel, figurativement. Puis on le voyait plus. Fait que l'autre, il gagnait la partie 100% du temps parce qu'il le voyait pas. Fait qu'ils se sont rendus compte. Tu sais, c'est ces idées-là. Que là, il faisait ça délibérément, là, parce qu'il avait vu ce trou-là, il avait vu cette possibilité-là, puis on n'aurait jamais suggéré cette option-là pour gagner la game à l'infini. Il avait brisé le jeu. Après ça, ils ont fait jouer à la tag. Même affaire. Ils ont brisé la physique du jeu. Il a trouvé comment déplacer des meubles pour boucher une entrée, la seule entrée qui donnait accès à où il se cachait. Fait que les deux se voyaient, ils jouaient à tag, ils jouaient c'est pas le nom qu'on pourrait utiliser. Il jouait à tag. Puis il pouvait pas les toucher même s'ils se voyaient. Fait encore une fois, il avait brisé le jeu. Fait que les ordinateurs ont juste cette faculté à arriver à des solutions que jamais on serait capable de réfléchir. Donc, ils ont découvert assez rapidement que les robots, que ce soit humanoïdes, que ce soit des essaims de drones, que ce soit ce que vous voulez, s'ils sont dotés d'intelligence artificielle, sont mieux d'être laissés sans intervention. Ensuite, il dit, si tu arrives face à un humain, ou encore face à une cible potentielle, un autre robot, contrôlé par une autre puissance, dicté selon d'autres règles, et que là, toi, tu dépends de l'intervention humaine, pas lui. Écoute, s'il faut que ton robot attende, qu'il t'envoie une image claire, que ça transmette jusqu'à une base de commandement quelconque, qui attendent l'autorisation, je peux-tu tirer, oui, non, que ça revienne, oui, et qui exécute, une éternité là, en temps informatique. C'est des millions d'années là, dans son cerveau. Donc, imagine un peu le désavantage auquel tu t'exposes. Tu comprends comment, si tu fais ça, tu nullifies presque entièrement, puis t'en fais des robots de reconnaissance, t'en fais, tu sais, mais la capacité militaire est essentiellement perdue. Donc là, l'armée se rendait compte que même s'ils ne voulaient pas amener ça jusqu'au niveau total, même s'ils veulent pas embarquer dans les armes autonomes, ils se rendent compte que si les autres en ont, on n'a pas le choix. On n'a littéralement pas le choix. Donc, ça ouvre cette porte-là, cette boîte de Pandore. Puis c'est là-dessus, je voudrais peut-être m'en aller sur l'aspect militaire de la chose. On se dit tout le temps, juste à l'interdire, interdisons-le. Si c'est si problématique, les robots autonomes, humanoïdes, on s'entend, là, ceux qui ont écouté Black Mirror ou qui regardent un peu des science-fiction dystopiques, c'est le genre de choses qui revient tout le temps, là, les armées de robots qui prennent le contrôle du monde ou les guerres menées à partir de robots humanoïdes. Il y a une raison pour laquelle on en a peur comme humanité, pourquoi ça nous terrifie comme réalité. C'est parce qu'elle est si proche. On peut la sentir, on peut la toucher. On le voit déjà on est sur le point de tomber dans ce précipice-là, puis qu'on a cette capacité technique de plus en plus grande à produire des robots de plus en plus avancés. Et quiconque, Josh, tu le vois depuis le point de vue militaire de quelqu'un dans la réserve, mais quiconque travaille moindrement en logistique, quiconque a une entreprise, quiconque travaille dans le milieu de la santé, a été déployé lui-même. Écoutez, à peu près tout le monde peut comprendre assez immédiatement l'avantage qu'une armée avec au moins des éléments de robots humanoïdes peut apporter au niveau opérationnel. Là.
D'abord, stratégiquement, sur le terrain, on n'en parle même pas des avantages que ça peut offrir d'avoir, comme on pourrait dire, un expendable. Imaginons, on est dans une situation d'évacuation, moi puis Josh. On est poursuivi, on veut s'en sortir. On a un robot avec nous autres qui a fait l'opération. Ben, on peut le laisser ici. Il peut nous défendre, couvrir notre position pendant qu'on réussit. Vous voyez, tu sais, l'impact opérationnel est immédiat. D'abord, premièrement. Mais encore plus que ça, financièrement, ce que ça apporte stratégiquement, d'être capable de se débarrasser de tous ces soldats qui coûtent une fortune à former, à entraîner, à envoyer dans un avion avec la maudite bouffe qui chiale que c'est pas bon, puis avec de l'eau, puis avec... Écoutez, vous voyez, tu sais, les problèmes, les ressources humaines, tout ça, ce que ça implique, les blessures, les évacuations. Vous avez vu à quoi ça ressemble quand on évacue 4, 5 000, 6 000 soldats puis des ressortissants. Le risque auquel s'exposent les gens, on en a perdu. Les Américains ont perdu 12 membres des Marines dans une explosion, dans un chaos des plus totales. Je vous garantis que s'il y avait accès à des robots humanoïdes, ça n'aurait pas été des êtres humains qui étaient en surveillance comme des poteaux dans une zone densément occupée par des centaines de personnes qu'ils savaient vulnérables à une attaque. Ils ont averti tout le monde la journée d'avant que c'était possible, que ça allait se produire, de ne pas aller à l'aéroport, d'éviter. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça permet de limiter le niveau d'exposition au risque des êtres humains, des soldats qu'on a en ce moment. Ça permet de limiter le coût politique à faire la guerre. Et ça, déjà, je n'y ai même pas pensé jusqu'à aujourd'hui. En réfléchissant à la question, puis quand je te disais, des fois, les minutes les plus payantes, c'est de s'asseoir juste devant un bout de papier, puis de réfléchir à la question fondamentale sans se lancer dans de la recherche. C'est là qu'on a des idées qui nous viennent. Puis moi, je me dis, quel pays introduirait ça? Immédiatement, quand on dit on a juste à l'interdire, on sait qu'il y a des gens qui vont le faire. Comme on le disait, à cause des avantages incroyables, à cause des gains énormes que ça donne financièrement, stratégiquement, à cause de tout ça. C'est un peu inévitable. On se dit, on va l'interdire. OK, la Chine va le faire, c'est clair. C'est clair. C'est même pas une question. Puis là, je dis pas ça pour être mal intentionné ou vous me connaissez, j'ai petite tendance à avoir à être assez pessimiste avec la Chine. Mais c'est qu'ils l'ont fait par le passé, encore une fois, laissons l'histoire être professeur. Pensez à CRISPR, pensez à la modification génétique. On en a déjà parlé d'ailleurs à 7 jours sur Terre, précisément de cette question-là et du fait que les Chinois avaient brisé l'embargo mondial. La communauté scientifique partout dans le monde s'était refusée, avait dit à tout le monde, OK, là, on se le jure ensemble, on se tient le petit doigt, personne ne touche à la modification génétique. On ne modifie pas, on n'améliore pas le génome humain. Parce que quand on ouvre la boîte, il n'y a plus moyen de la refermer. Tout le monde était d'accord, jusqu'à ce qu'arrive la Chine, qui ont décidé, hey, ils sont sortis publiquement pour se vanter, dire, hey, en passant, on a modifié le code génétique de bébés, c'est les premiers bébés immunisés au VIH. Et ça avait choqué le monde à cause de ça. On s'était dit, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'imposer des limites à la science. C'est parce que la science est trop diffuse, il y a trop d'acteurs, il y a trop de joueurs. Quand la promesse est si formidable, on peut pas empêcher les gens d'y plonger. Puis c'est à ça que je disais, je réfléchissais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas juste la Chine. Moi, je pense stratégiquement à des pays comme... C'est qui sont vraiment vulnérables à ça ou qui vont vraiment être tentés par ça? Ce sont les pays qui ont un désavantage stratégique à combler. Le Japon. Quel qu'il soit. Ça peut être que tu as un énorme... Ben oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche, tabarnouche, c'est ici qui est écrit. Je me disais, gars, Israël, petit territoire, pas beaucoup de gens, service militaire obligatoire. Pour combler ce désavantage militaire-là. Et on connaît les conséquences économiques, positives autant que négatives, de la conscription du service militaire obligatoire. Ensuite de ça, Corée du Sud, même chose. Les motivations géopolitiques sont là. La menace est là. Ils ont un écart énorme à combler, n'ont pas suffisamment de gens, de ressources militaires pour combler ça. Et le budget n'est pas suffisant pour rivaliser avec la menace qui est la Chine. Donc, quand on se met dans le scénario, la Corée du Sud, Israël, vous commencez à avoir une tendance. Quand il y a un gain à aller chercher, qu'il y a des menaces
et qu'on n'est pas capable de répondre à l'échelle, à quel point c'est tentant de monter ses rangs, gonfler ses rangs, augmenter les capacités opérationnelles de ses troupes à travers la robotisation, que ce soit un élément ou que ce soit un bataillon exclusif de ça. Tu sais, ça peut aller très, très vite. La Corée du Sud, j'avais Israël, le Japon, tu l'as mentionné. Même chose pour Taïwan, jusqu'à un certain point. Ceux qu'on doit identifier, ce sont ceux qui ont des menaces énormes, qui ont un budget ou une capacité militaire limitée et qui ont des défis à répondre. Particulièrement ceux qui ont soit un service militaire obligatoire, surtout parce qu'ils mobilisent une partie énorme de leurs jeunes qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Et encore plus que ça, les pays avec une industrie technologique avancée, où là, ça va être tentant. Fait que Singapour, nos exemples, Israël, Corée du Sud, Japon, Singapour, excellent exemple encore. Les menaces de sécurité sont peut-être moindres, mais je vois, on est dans le même type de raisonnement où, quand tu as une menace énorme qu'il faut combler, je pense, on pourrait même nommer la Russie jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que la Russie, opérationnellement, n'a pas le moyen de ses ambitions. Simplement que ça. C'est ça la tendance, dans le fond. C'est les pays qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. La Russie a un territoire énorme, une sphère d'influence géopolitique encore plus énorme, presque déraisonnablement grande. Même chose pour son propre territoire nordique, qui est incapable de couvrir. Nous, pour le Canada, on pourrait reprendre le même exemple que la Russie. L'avantage pour les pays nordiques, c'est que ça te permet de couvrir ton territoire de manière complète, pour pas trop cher, avec des soldats que normalement tu devrais maintenir avec la nourriture, avec de l'eau, avec des ravitaillements constants, de l'approvisionnement constant. Là, il y a moyen de débarquer un conteneur depuis un hélicoptère, depuis lequel sont rechargés, opérés 4, 5, 6, 8, 12 robots qui peuvent opérer, faire du search and rescue, peuvent réparer, faire de l'entretien d'équipement. On a toute une ligne de radar. On a 2 ou 3 lignes de radar, en fait, à différentes latitudes dans le nord du Canada. Des lignes qui sont souvent appelées à être entretenues, réparées. On maintient une base qui nous coûte une fortune à Alerte dans le nord du Canada parce qu'il nous faut ça. Imaginez un peu la possibilité que ça ouvre si on est capable d'occuper notre territoire avec l'équivalent d'une présence humaine militaire sans en avoir à en payer le coût, l'approvisionnement, à mettre des gens là-bas en danger, à envoyer les ressources nécessaires et surtout, on peut les mettre en état de dormance. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Pas plus grave que ça. Ils sont là, on n'en a pas besoin. Mais ils sont là si on en a besoin aussi. Il y a cette logique-là que pour un pays, pour la Russie, si tu veux assurer de la patrouille dans le nord, comment tu fais? Si tu n'as pas de gens là-bas. On a empêché la vente d'une mine d'or à la Chine précisément pour cette question-là. Parce que la défense canadienne s'inquiétait à dire, guys, s'il y a des nuages, on ne sait pas du tout ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que la seule manière de voir ce qui se passe dans le Grand Nord canadien, c'est à travers des satellites. Il y en a quelques-uns qui ont la capacité de voir à travers les nuages, qui ont une capacité un peu plus avancée, mais ça reste quand même des capacités opérationnelles qui sont très loin, là, puis qui nécessitent de la logistique. Fait que si on a cette possibilité de juste surveiller notre territoire, on comprend que ça, opérationnellement, ça change complètement la game. Puis là, il nous reste 2 minutes, vois-tu, parce qu'on a tellement parlé de l'introduction puis d'autres sujets, mais ça vaut la peine d'effleurer en terminant les questions sociales. T'en as parlé, l'immigration, qui, disons-le, oui, il y a une fonction humanitaire, il y a une fonction du gain de la diversité, il y a un gain là-dessus à introduire des populations d'ailleurs dans le monde qui apportent un bagage, qui apportent une culture. Mais soyons très honnêtes, la raison fondamentale, centrale et principale pour laquelle on a de l'immigration, c'est une fonction économique. C'est parce qu'on en a besoin économiquement. C'est parce qu'on a besoin, on voit que notre taux de reproduction n'est pas suffisant pour remplacer notre population. Et à un moment donné, si la courbe s'en va juste par en bas, le ratio de travailleurs n'est pas suffisant pour couvrir le nombre de retraités. Le ratio retraités-travailleurs est très important. Fait que si on veut combler ça, il faut de l'immigration. Regardez une société comme le Japon, qui a 0 immigration.
Quel chemin ils ont pris alternativement? Celui de la robotisation. Ceux qui s'occupent des personnes âgées, dans les foyers de personnes âgées, quand c'est pas la famille directe, ce sont des robots, de plus en plus. Le Japon est leader mondial dans le déploiement des robots dans les services de fin de vie. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il fait face à une pénurie de main-d'œuvre incroyable et qu'il a approché la question différemment que les pays occidentaux, tels que le Canada, les États-Unis, etc. Face à ce défi-là, face au fait que le ratio travailleurs retraités ne sera plus un problème au fur et à mesure que la robotisation va être introduite. Il faut voir les tensions sociales extrêmes qui risquent de se présenter, là. Parce que là, le filet social va être tiré à son extrême. De plus en plus, les robots vont remplacer des travailleurs. De plus en plus, nos propres travailleurs vont être chômeurs. On ne sera pas capable d'offrir des emplois à tout le monde. Ils vont devoir compétitionner avec un robot qui travaille 24 heures sur 24, moins le temps de chargement, sans salaire, avec un peu d'entretien, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Tu sais, c'est ça qu'il faut voir venir. Là, il y a beaucoup de gens qui ne pourront plus travailler. Good. Maintenant, il va falloir que notre filet social les attrape. Est-ce qu'on peut encore faire venir des dizaines de milliers de personnes à chaque année, ajouter à ce filet social-là, s'ils ne sont pas des contributeurs immédiats, tu comprends? Ce qu'on risque de voir, là, c'est de moins en moins, ça va être des masses d'immigrants, et de plus en plus, ça va être une sélection. Toi, tu es un ingénieur, tu es un ci dans tel... Oui, viens-t'en, tu peux rentrer au Canada, effectivement. Mais les tensions sociales qui viendraient d'une immigration de masse continuer à un moment où le filet social est étiré à son max, que nos chômeurs ont de la misère à trouver du travail. C'est ça, là, la recette de tension sociale. Et c'est là qu'on voit que l'immigration devient de plus en plus problématique. C'est quand la situation des gens qui sont déjà sur place et des immigrants de deuxième, troisième génération, quatrième, commence à se détériorer. Là, ils commencent à voir l'immigration comme de plus en plus un problème. Puis là, ils viennent prendre nos jobs. C'est là que le raisonnement commence à prendre place. Et d'une manière, ils vont avoir raison à ce moment-là. Parce qu'effectivement, dans un contexte où il y a un nombre d'emplois limité, où il y a une compétition extrême pour ce nombre limité d'emplois, on est en train de changer l'équation de l'immigration assez fondamentalement, là. Encore plus que ça, pensez à la répartition de la richesse qui se découle de tout ça. Quand au lieu de payer 300, pensez à une corporation comme Walmart, McDonald's. C'est même pas eux autres qui vont décider, là. C'est pas un boss à McDonald's. C'est les actionnaires devant la promesse d'une rentabilité extraordinaire, de se débarrasser de tous les maudits employés qui sont plus capables. Ça fait 20 ans s'ils avaient eu la chance de se débarrasser de leurs employés. Ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Inquiétez-vous pas que ce ne sera même pas les conseils d'administration qui vont prendre cette décision-là, c'est les actionnaires qui vont mettre de la pression sur les Walmart de ce monde, sur les McDonald's de ce monde, de dire, là, la technologie est là, là. Quoi tu fais? C'est qui a poussé pour les caisses automatiques? C'est qui a poussé? Ça m'a c'est juste le système recherche la performance. Faut pas penser qu'on va ignorer ça et le laisser dans, hey, j'ai une Formule 1, là, je me promène en Civic. Ça marche pas de même, là. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Fait que, on ouvre une boîte de Pandore. On aurait pu continuer là-dessus très longtemps. Puis je termine avec un petit point que je veux vous mentionner. Ça viendra peut-être pas par Tesla, mais pensez à ce qui est arrivé quand Tesla a décidé qu'il lançait les véhicules électriques, puis que le monde riait, puis ils sont arrivés avec leur premier véhicule électrique. Oh! À cette heure, ils font des Mustangs électriques. Pourquoi? Parce que Ford voit que la panique est pognée dans l'auberge, puis ils ont besoin de se réveiller, ont besoin d'une marque forte, il faut qu'ils lancent un message. Tous les gros concessionnaires, les gros manufacturiers s'envoient dans le secteur électrique de plus en plus, ont au moins 1 ou 2 modèles électriques parce qu'ils se sont fait pogner les pieds plats avec aucune intention d'aller dans cette direction-là, et ils se sont fait prendre. Maintenant, imaginez ce qui va se produire cette fois-ci. Pensez encore une fois à Tesla. Aujourd'hui, on est rendu avec une panoplie de joueurs dans l'industrie électrique. Pensez à SpaceX. Ça a causé assez directement l'arrivée de Blue Origin, l'arrivée de, écoutez, toute une panoplie de services en aérospatial, de start-up en aérospatial, qui sont venus à la suite de SpaceX. Plusieurs compagnies en ce moment qui aspirent au vol réutilisable à cause que SpaceX l'a fait initialement. Fait qu'il ne faut pas négliger ça. La portée d'une annonce d'une grosse compagnie comme ça qui dit « Hey, on s'en va à la quête du Saint Graal ».
toutes les autres autour, croyez-moi qu'ils vont envoyer une délégation aussi pour voir s'il n'est pas là, le Saint Graal, pour vrai. Tout d'un coup, qu'on va se faire pogner. Inquiétez-vous pas que Samsung, Apple, Google, comment vous pensez qu'ils réagissent à une annonce comme ça? Pèse sur la pédale à 200%, mettre ça au plancher parce qu'ils se disent s'il faut qu'ils arrivent avec un produit et que Tesla capture l'entièreté du marché des robots humanoïdes, c'est la fin de Google, c'est la fin d'Amazon, c'est la fin de... Pensez à une corporation comme Amazon. Aucun doute qu'ils vont développer leurs propres produits. Leurs entrepôts, leurs maudits employés, ça aussi, là, c'est le plus en débarrasser depuis un bout, puis juste vous roulez ça, une usine entièrement robotisée, ça serait fait. Fait que, il faut pas négliger là, le mouvement de tous les géants de la tech qui viennent d'entendre le Saint-Saëns tomber dans la pièce. Tout le monde va aller voir il est où, comment qu'on peut le trouver, puis inquiétez-vous pas il y a quelqu'un qui va finir par tomber dessus à un moment donné. Peu importe à quel point la pièce est noire, peu importe combien le chercher, ils vont se piler ses pieds, il y a quelqu'un qui va le trouver. Fait on s'en va dans une ride assez spéciale pour les prochains 10, 15, 20 ans. Il y a des grosses questions fondamentales qui vont devoir être répondues. Puis c'est un peu ce qu'on essaie d'adresser avec notre segment. Mais là, vous comprenez maintenant. Le cheval qu'on est en train d'essayer d'embarquer dans une brouette. C'est pas très pratique. On en a beaucoup à parler. Puis on cherche un peu comment se rendre à destination comme ça. On sait que c'est pas l'idéal, mais c'est un beau cheval, voulez-vous? On fait notre possible. Merci mille fois tout le monde d'avoir été là. Merci. Josh, super plaisant encore de jaser avec toi. Surtout de la robotisation. Voici, on a eu la même discussion ce matin, je pense, pendant ce matin et hier matin, pendant 1 heure les 2 jours. Fait que c'est toujours plaisant. Je te remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine Merci pour un beaucoup. prochain salon exclusif. Bye bye.